Donc nous sommes dans une école nationale de la magistrature. L'objectif, c'est que tout le monde juge le mieux possible en fonction du droit. Ce pôle, c'est de dire qu'en fait, il y a bien autre chose que le droit au moment où on juge. Il y a justement un environnement non judiciaire, qui devrait être le nom du pôle plus exact. Et donc, on juge en fonction de la culture, des questions qui sont posées. Prenons juste un exemple, radicalisation, qui fait partie des programmes. Bon, ce terme, moi qui ai un certain âge, jamais entendu parler de radicalisation, c'est-à-dire le fait qu'on puisse lutter contre des extrêmes, et c'est une question relativement récente. Donc à un moment donné, le reste de la société rentre, on ne sait pas comment, mais aussi dans les questions que abordent les juges, et donc il faut qu'ils soient aussi socialisés à d'autres disciplines que le droit. Avant de parler des nouvelles problématiques, il faut déjà bien souligner que sur le fond, les questions qui ont été posées tout de suite, et en sociologie et en psychologie, dès le 19e, autour du crime, sont toujours des questions d'actualité. C'est-à-dire, en fin de compte, est-ce qu'il y a des déterminants à la fois individuels et sociaux. Donc, à l'intérieur de ce cadre théorique qui n'a pas tellement changé sur le fond, on va se poser des nouvelles questions. Alors, les énoncer comme ça, a priori, ce n'est pas toujours évident. J'ai donc pris l'exemple de la radicalisation. Une des choses évidentes, là, montée par les mouvements sociaux féministes notamment, c'est quand même l'évidence de lutter contre les violences à la fois conjugales, mais en tout cas globalement des hommes, et puis aussi avec là des interventions pas exactement du même ordre, mais sur les violences autour des enfants. La question de l'inceste, par exemple, à la fin du 19e, n'est pas considérée comme une question centrale, comme un crime. C'est un crime domestique. Bon, on peut, comme une femme battue, sur le fond, c'est une chose, j'allais dire presque pas banale, mais au sens acceptable. Donc, ces atteintes aux personnes, notamment donc les femmes et les enfants, sont quand même des questions qui sont centrales. Et ce qui est intéressant, si on prend cet exemple, c'est qu'on voit qu'une partie des problématiques, pas toutes, mais une partie des problématiques viennent de ce qu'on appelle en sociologie plutôt des mouvements sociaux. C'est-à-dire que ce n'est pas des juristes ou des sociologues dans leur bureau qui réfléchiraient les nouvelles questions et tout. C'est en fin de compte des manifestes, des manifestations, etc. Quelque chose qui fait du bruit et dont, en fin de compte, le droit et les juges vont devoir se saisir, même s'ils s'en saisissaient un peu, ils vont être obligés de modifier. Alors, on a aussi une autre question un peu différente, qui est par exemple la question du père. Je suis sociologue de la famille, donc c'est une des questions sensibles, mais pas seulement, puisque le père, historiquement, c'est le représentant de l'autorité, de toutes les autorités. Dieu le Père, le roi était le père aussi, etc. Donc la question du père dépasse largement la question du papa dans la famille. Alors ce qui est intéressant, c'est que ici, on va voir apparaître quelque chose, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un savoir de la psychanalyse, plutôt lacanienne, dans lequel le rôle du père était défini comme celui qui sépare la mère et l'enfant. Il n'avait pas autre chose à faire. Il devait dire non, tu ne coucheras pas avec ta mère. Et en fait, là aussi, des nouveaux mouvements sociaux sont apparus autour de la question des pères, plus d'implication, demandée à la fois par les femmes et par un certain nombre d'hommes, de telle sorte que ce savoir qui était enseigné, non seulement dans les écoles de magistrature, en psychologie, etc.,
a été obligé de se modifier puisqu'il n'est plus du tout adéquat. Qu'est-ce que ça vient faire, par exemple, la question du père dans une famille dont les deux parents sont lesbiennes? Ça ne marche pas terrible, la question de la loi du père de Lacan. Et donc, ici, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas directement forcément d'abord le social qui bouge et qui ferait bouger, je dirais, le droit et les juges. Il fait aussi bouger les savoirs. Et donc, indirectement, ça va avoir des effets sur la formation des juges. Et donc, c'est aussi des choses avec une forme de billard, c'est-à-dire c'est le savoir lui-même, et dans les disciplines, en tout cas, psychologiques et sociales, ces savoirs sont très sensibles à, j'allais dire, l'air qu'on respire, ce que j'ai appelé les mouvements sociaux, au sens large, c'est-à-dire des mobilisations sur des thèmes. Puis il y a d'autres choses qui ne choquent pas grand monde et qui, à un moment donné, ne seront pas posées comme une chose importante. Donc, si on résume, ce qui est important, du point de vue de la formation, c'est que, justement, on ne traite pas chacune des questions comme si, intrinsèquement, elle était évidente. Il faut aussi essayer de comprendre comment elle s'enracine à un moment donné socialement. Et par exemple, le fait que, puisque c'est un des avantages de la formation des magistrats, c'est qu'ils ont une formation droit à une formation continue, eh bien, si ça se trouve, dans le cours de leur existence, ils auront des cours qui renverront à des savoirs, qui démentiront des cours qu'ils auront eus en formation initiale. Et oui, c'est ainsi. Alors, quelle discipline le non juridique a besoin, le juge ou la juge? Alors, il peut avoir besoin de certains types de méthodologies dont on ne parlera pas beaucoup, qui peuvent être dans différents types de pôles, savoir faire un entretien, etc. Bon, qui renvoient quand même à des effets disciplinaires aussi. Là, si on parle plus explicitement des types de savoirs, c'est non seulement les sciences sociales, mais les sciences dites humaines. Bon, globalement, de mon point de vue, c'est quand même sociologie et psychologie. Psychologie, ça me paraît en partie évident parce que, eh bien, en fait, on a le juge en face des individus et que la discipline dominante dans nos sociétés qui permet d'expliquer les individus s'appelle la psychologie ou des variantes. Mais en même temps, et on pourrait faire référence comme ça au premier cours de Durkheim en sociologie criminelle à Bordeaux en 1892-93, il dit bien les causes des crimes ne sont pas qu'individuelles, elles sont aussi sociales. Donc ici, on va avoir aussi la sociologie, le fait que il y ait beaucoup plus d'hommes dans les prisons que de femmes, ce n'est pas uniquement des facteurs individuels des hommes par rapport aux femmes. C'est aussi différents types de conceptions du genre qui font que les modes d'expression des hommes sont considérés comme posant plus de problèmes à un moment donné, on va dire. Donc ici, il faut tenir, je dirais, et c'est une des difficultés du juge, de tenir au moins ces deux bouts. Alors, on rajoute à ces deux disciplines principales le fait que il y a justement, en référence au titre déjà dès le 19e, des crimes. Il y a une discipline qui n'est pas la plus développée en France, mais qui s'appelle la criminologie, qui serait une forme de synthèse déjà entre les différents types de facteurs sociaux, psychologiques et tout autour de la question du crime. Mais globalement, en termes de savoir, si on lit l'ensemble des programmes, la dominante, c'est quand même un mélange entre sociologie et psychologie. Par ailleurs, pour pas que ça pose problème, il faut souligner que les éléments économiques, qui sont des éléments importants aussi, du point de vue des comportements,
sont traités dans un autre pôle. Et donc ici, c'est, oui, sociologie, psychologie, c'est-à-dire donc des déterminants qui sont à la fois individuels. Si on prend un exemple simple, je peux avoir eu un déficit par rapport, complexe d'Oedipe pour aller vite, non, mais par rapport à mon père ou à ma mère. Donc ici, ça renvoie effectivement à mon histoire individuelle. Mais par ailleurs, je peux très bien avoir eu aussi, on le voit dans certains types de crimes, des logiques sociales. Ce n'est pas forcément dans n'importe quel quartier qu'arrive n'importe quel type de délit. La délinquance à col blanc, elle est plutôt caractéristique de certains milieux sociaux que d'autres. Ici, ça ne renvoie pas d'abord à des facteurs individuels, mais plutôt à des facteurs sociaux. Donc en fait, la difficulté du juge, c'est qu'il se trouve avec une dominante savante qu'est le droit. Hein, c'est obligatoire, j'allais dire, mais en même temps, un petit peu pris quand même dans des logiques d'autres types de savoirs. Pour moi, même si peut-être c'est choquant, j'en sais rien, mais l'architecte fait la même chose. L'architecte, il doit construire un bâtiment qui tient, normalement, solide. Donc il y a des règles de la construction. Mais en même temps, s'il fait un bâtiment de logement, il faudra que les gens y soient bien. Or, qu'est-ce qui définit le fait que les gens soient bien dans un logement? Il va falloir qu'ils lisent de la sociologie et de la psychologie pour voir qu'est-ce que c'est que le bien-être dans l'espace. Ce n'est pas dans les règles de construction du bâtiment. C'est d'autres types de savoirs qui sont mobilisés. Donc, toujours pour revenir à ce pôle, il est un petit peu sur le côté. C'est un complément, on pourrait dire, de savoir pour des gens qui ont fait des études de droit, qui vont juger, et des savoirs qui leur seront quand même nécessaires comme éclairage supplémentaire pour leur bonne prise de décision. Alors, en qualité de doyen, c'est un titre que je trouve très surprenant pour moi, puisque dans ma trajectoire, j'ai pensé que je ne serais jamais doyen, que c'était quelque chose qui n'était pas pour moi. Donc pour moi, c'est d'abord un effet de surprise. Alors comment s'impliquer ? C'est justement sur le fait que par rapport à cette notion de pôle qui est un peu extérieure, on pourrait dire, au juridique, puisque c'est d'autres types d'éclairage, mon implication, c'est plutôt non seulement en fonction de mon savoir plus particulier, qui est plutôt savoir sociologique autour de la question du genre, autour de la question de la famille, de l'éducation et tout, des questions aussi de sociologie et de psychologie générale. Alors j'ai un avantage, entre guillemets, dans ma formation, c'est que ma formation initiale, en fait, jusqu'à d'ailleurs, je suis rentré au CNRS en psychologie, donc j'ai une formation de psychologue et aussi de sociologue, donc à ce niveau-là, je suis bien placé puisqu'il faudra qu'on trouve des logiques d'articulation entre ces deux savoirs principaux. Donc comment s'impliquer ? C'est déjà parti avec beaucoup de discussions avec les responsables de formation, soit initiale, soit continue, afin de voir comment un peu repenser, pas forcément de fond en comble, parce que tout ne bouge pas tout le temps, mais l'intérêt qui est justement un renouvellement des doyens et des responsables de formation, c'est de faire en sorte, qui est toujours le danger de toute formation, y compris universitaire, qu'il y ait une forme de routinisation, alors qu'en fin de compte, quand même, il y a des nouvelles questions et il y a aussi des nouveaux savoirs. Alors, un des thèmes que j'ai proposé dans les discussions, c'est une des questions un peu embarrassantes, il faut quand même le dire, c'est l'image qui n'est pas positive autour de la justice et des juges. Alors, elle est plus positive que celle des médias, par exemple, mais par rapport à la police, l'image est très, très nettement négative. Et donc,
c'est pas que ce soit vrai ou faux, c'est dans les représentations, dans les systèmes de représentation. Il y a quand même tout un système de représentation critique de la justice. Et ce qui me semble intéressant, c'est de réfléchir justement, là, au sens large du contexte, c'est que quand un juge juge, en fait, il le fait dans un contexte dans lequel une partie du public, je ne parle pas de celui qui va être jugé, mais de ceux qui vont être autour, qui vont suivre les affaires, etc., sont a priori presque, on pourrait dire, déjà défavorables. Et donc les questions, ce n'est pas sur la nature de tel ou tel juge, l'individu en tant que juge, ils peuvent faire aussi des erreurs, ça c'est une autre question, qui peut être étudiée d'ailleurs par le savoir, ça s'appelle les biais cognitifs que les juges peuvent avoir. Mais bon, comme dans tout métier à ce niveau-là. Donc ici, ce qui est plus intéressant, c'est de se demander pourquoi cette fonction, généralement même avec un costume, etc., une forme de solennelle, hein, quand même très différent même un cours de fac ordinaire, je dirais. Donc on n'est pas dans des logiques d'institutions équivalentes à d'autres institutions. Comment ça se fait qu'il y a un rapport, en tout cas dubitatif, autour de cette institution? Et cette réflexion, elle pose la question, de mon point de vue, qui est une question centrale dans nos sociétés, qui est celle du rapport à l'autorité. Le juge à l'autorité, c'est incontestable. Mais sur le fond, est-ce qu'il fait un bon usage de l'autorité? Qu'est-ce que ça veut dire l'autorité? Alors par rapport au juge, mais sur les politiques, bon, d'abord on ne va même plus forcément voter. Si on vote, dès le lendemain, on dit de toute façon, ils utiliseront mal leur pouvoir. Hein, les hommes et les femmes politiques, c'est sans doute eux qui sont les plus critiqués d'une certaine façon, mais et donc une déformation comme ça globale, on pourrait dire, c'est quand même aussi de resituer la prise de décision, donc une prise de décision autoritaire par le juge dans un contexte où sur le fond, nous sommes dans des sociétés dans lesquelles l'autorité est, c'est progressivement, c'est pas un jugement pour moi d'ailleurs, mais on pourrait dire c'est en partie dégradé. Ça va nous renvoyer déjà à la question du père. Jusqu'en 1970, 4 juin 1970, le père est doué de la puissance paternelle. Il perd cette puissance qu'en 1970. Hein. Donc, alors c'est des effets de 68, mais on voit bien que progressivement, en fait, le rapport à l'autorité s'est modifié dès la petite enfance. Dès la petite enfance, et c'est pour ça que là, c'est intéressant de refaire des liens même par rapport à l'histoire, au moins par rapport au 19e. Normalement, un enfant bien éduqué, c'était un enfant discipliné. Il apprenait d'abord l'autorité. Et il l'apprenait dès les heures du biberon. La mère devait donner le biberon à 8 heures, à 11 heures, mais si l'enfant pleure à 10 heures, elle ne devait pas le donner. Parce qu'elle devait, le biberon était déjà un moyen de discipliner l'enfant. Bien se tenir à table, etc. Et puis, à partir des années 70, on a ce qu'on peut appeler une révolution psychologique autour de Dolto, pour simplifier, qui va être un enfant à table. C'est un enfant qui doit, si vous êtes parent, qui doit s'exprimer à table. Et donc, non pas d'abord bien tenir sa fourchette par rapport à tout ça, mais en fait, justement, s'il a besoin de dire quelque chose, qu'on l'écoute, etc. Et donc, les postures d'autorité ont été en partie disqualifiées. Alors, avec le problème des notes, est-ce qu'on met des notes, puis après on met des A, B, C, D, et puis est-ce que l'éducation bienveillante, elle n'est pas centrée d'abord sur les processus d'autorité. Donc ici, il y a une forme de disqualification générale autour de l'autorité. On le voit avec toutes les lois là, toutes récentes, du fait qu'aujourd'hui, ça va être assez facile de changer de nom et de dire non, je ne veux pas porter le nom de mon père. Vous vous rendez compte, c'était une des définitions absolument statutaires. L'autorité du père, c'était d'abord son nom. Et donc ici, comment peut-on tenir des rôles d'autorité? Il y a la même chose chez les professeurs, hein, une crise autour de l'école qui est très importante. Comment on peut tenir des rôles d'autorité
à la fois incontestable parce que l'institution vous les donne, ils vont à l'ENM et après tout est impeccable, et en même temps ça marche un peu moyennement parce que c'est le public qui a quand même changé. Comment croire à une décision dans laquelle on sait qu'en partie, une partie du public ne croira pas? C'est une question difficile. Donc il ne s'agit pas de donner des réponses, mais là de resituer un contexte historique qui rend, à mon avis, de manière incontestable, difficile le métier de juge.